bonsoir et merci beaucoup de votre présence nombreuse, malgré tout ce qui se passe à Genève ce soir, y compris à la Comédie et dans beaucoup de lieux de Genève. Merci beaucoup à Isabelle Ferrari, à Anne Geisendorf et à l'Espace Rousseau de nous accueillir une fois de plus. Vous savez sans doute que les liens se resserrent de plus en plus entre nous et l'Espace Rousseau. Merci infiniment à Eleanor Sulzer de nous faire l'honneur, donc critique littéraire au temps, de nous faire l'honneur d'être là pour animer cette soirée. Merci bien sûr à nos trois auteurs qu'on va vous présenter dans un tout petit instant. Alexandre Friedrich, écrivain voyageur, Dounalou, qui se trouve ici à ma droite, et Elisabeth Jobin, qui se trouve ici. Je vais donc laisser Eleanor Sulzer introduire nos trois auteurs, dialoguer avec eux au sujet de l'embrasure, Ogrorog et Anatomie de l'hiver, que vous trouverez d'ailleurs sur la table en sortant après la lecture, si vous voulez feuilleter les livres et les acheter. Voilà, je voudrais dire le plaisir que nous avons à accueillir la relève littéraire romande à la MLG, en plus d'Alexandre Friedrich, qui est un auteur qui a écrit pour le théâtre aussi, qui a écrit dans d'autres genres que la prose, où maintenant il vient d'être distingué, de même que Dounalou par le prix Michel Dantan. Répondant ou essayant de répondre à la question « Qu'est-ce que l'art ?» à l'occasion du 3e Forum du RAC en mai 2009, j'écrivais que l'art est une intention qui cherche à prendre forme, un mode de transformation de la réalité qui oriente l'état de conscience général, les formes et les idées reçues, en commençant le plus souvent par n'en toucher que quelques-uns, parce qu'ils pensent l'art précisément en avant de la conscience présente. Or, il se pourrait bien que nos trois auteurs de ce soir, que nous avons réunis parce qu'ils partagent une thématique commune, celle de l'appel de la forêt, comme lieu alternatif à la société, ou comme métaphore de l'objet du désir, se situent précisément en avant de la conscience et témoigne sans l'avoir prémédité, mais en même temps d'un besoin qui ressurgit dans nos sociétés mondialisées, urbaines, stressées et vouées à la fuite en avant. J'en veux pour indice le fait, par exemple, que l'année 2011 a été décrétée par l'ONU Année internationale de la forêt et que l'on s'intéresse à nouveau et de plus en plus à cette dimension du paysage tant géographique que culturelle et spirituelle qui semblait appartenir à un autre temps. Comme on le sait grâce à Baudelaire, la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. La forêt est le premier temple et c'est dans sa proximité ou en son sein que se sont constamment installées les abbayes, telles en Suisse celle de Einsiedeln, qui a reçu cette année aussi, en 2011, le prix de la Fondation Binding pour la forêt, récompensant l'entretien exemplaire de la forêt qui fut celui de l'abbaye depuis plus de 1000 ans. Donc il y aurait peut-être aussi un lien entre la Suisse et la forêt particulier, privilégié. La forêt, pour citer Alexandre Friedrich, avec ses arbres qui vous tendent la main, qui attirent, qui aident, qui soignent, qui épouvantent, la forêt qui commence où finit la ville, où finit peut-être la politique, cette forêt, donc, c'est ce qui va nous occuper ce soir, c'est le thème central de nos trois ouvrages. On prend conscience que cette forêt est en train de régresser sur toute la planète, alors qu'elle est un réservoir essentiel de la vie et de la biodiversité. On signe donc des manifestes pour sauver les forêts d'Amazonie et de partout, mais ce qui faisait cruellement défaut, sauf chez les poètes, sans doute pour qui les arbres n'ont cessé d'être un sujet d'inspiration, c'est le renouvellement d'un imaginaire de la forêt que nos invités de ce soir, précisément, ont mis au centre de leurs écrits, témoignant par là du fait que d'une part, on n'écrit jamais seul, et que d'autre part, on écrit toujours dans un temps et un contexte donné, auquel chaque œuvre nouvelle donne une réponse à la fois particulière et unique, mais aussi indissociable d'une conscience commune. Faut-il voir là une nouvelle tendance, une tendance récurrente dans la littérature romande actuelle, dont on sait ce qu'elle doit à Rousseau. Nous sommes ici dans la maison natale de Rousseau, je vous le rappelle, et à l'héritage romantique, mais aussi à Saint-Grillat, à Bouvier, à Chapa, à Pestelli, qui sont des marcheurs et des voyageurs. Ou bien nos auteurs feront-ils bientôt figure de pionniers dans la littérature européenne? L'avenir le dira.
Ils auront su en tout cas trouver des mots sensuels, poétiques et très nouveaux pour dire ce désir archaïque et puissant qui subsiste en nous sous les couches de civilisation et d'histoire. 3 auteurs, 3 voix, et je vais m'arrêter là pour céder la parole à Eleanor Sulzer, celle d'un homme qui voyage et en tire occasion de philosopher, celle d'une jeune femme qui aime les renards et qui peut-être les préfère aux humains, en tout cas son personnage semble presque les préférer aux êtres humains, celle enfin, chez Dunalou, la voix d'un homme, le narrateur de l'Embrasure, qui aime la forêt comme une femme, l'aime en chasseur, jusqu'à ce qu'une femme réelle enfin s'impose à lui. Et c'est le très beau dénouement de ce roman écrit au masculin par une jeune femme et qui finit par un retournement de point de vue derrière lequel on devine, mais en creux, le point de vue de l'auteur. Je vous remercie et je vous cède la parole. Je vais aussi, moi, dire quelques mots, au fond, pour expliquer pourquoi je suis là ce soir. C'est parce que quand on m'a dit qu'il y avait ce thème de la forêt, j'ai éprouvé un enchantement immédiat. Les titres des livres aussi m'ont attiré, enfin les livres de nos 3 auteurs, mais il y avait cet enchantement que j'avais juste envie de questionner un tout petit peu avant de commencer à parler de la forêt avec eux. Il me semble que c'est peut-être... Vous nous direz après si c'est aussi le cas pour vous, mais il me semble que la forêt suscite immédiatement quelque chose de magique et ça ouvre immédiatement toute une série de possibles. Je me rappelle que mon premier souvenir littéraire, enfin ma première rencontre littéraire avec la forêt, c'est Un balcon en forêt de Julien Gracq. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre que c'était parce que la forêt était au centre du livre que ce livre m'avait à ce point enchantée. Je crois que j'oublierai jamais la rencontre de Mona, cette jeune femme qui sautille sous la pluie et que le narrateur prend pour un lutin. On peut évidemment multiplier les exemples littéraires autour de la forêt, il y en a beaucoup, et tant mieux. Et j'avais juste envie de vous parler, enfin, de vous montrer ce petit livre de William Gilpin probablement, qui est en fait un petit traité du paysage de la forêt. William Gilpin est un homme qui a vécu au XVIIIe siècle, qui était pasteur, qui était esthète, voyageur et peintre. Et donc il avait un regard... disons, un peu... qui réunissait toutes ces qualités sur la forêt, un regard assez systématique. Et il le décrit dans ce petit livre de manière très précise, d'abord les arbres, puis les rameaux, les branches, les différents types d'arbres. Ensuite, il s'intéresse aux bosquets, puis aux taillis, puis au bois, et enfin à la forêt. Et sur la forêt, il dit ceci: seule la nature... Donc il dit, pardon, tandis que la forêt méprise la culture par l'homme. Seule la nature pose sur elle sa main. La forêt, comme tout autre beau paysage, plaît à l'œil, mais son grand effet est de soulever l'imagination. Alors c'est une remarque esthétique, mais je trouve qu'elle va très bien pour une introduction de soirée littéraire. Soulever l'imagination, c'est bien, je crois quand même ce que ces auteurs qui sont là ont réussi à faire. Et pour nous, j'imagine que, en tout cas je pense que l'origine de mon enchantement personnel remonte évidemment au conte de l'enfance. La forêt, c'est évidemment celle du petit chaperon rouge, celle qui pousse autour du château de la Belle au Bois dormant. C'est là où se cache Baba Yaga, c'est là où sont les renardes, ces animaux, enfin fantômes qui deviennent des femmes pendant la nuit au Japon. C'est aussi là que sont les brigands et les fantômes en Chine. Donc cette forêt, je pense, pour nous qui sommes des terriens et des continentaux, c'est un peu notre mer et notre désert. C'est aussi, vous remarquerez dans le polar moderne, souvent, bien que ce soit un genre très urbain, souvent le lieu où l'on commet le crime et où on retrouve les cadavres. Dunalou en sait quelque chose, même si ce n'est pas le sujet de son livre. Enfin, voilà. Donc, nous allons maintenant écouter les forêts qui sont autour de moi, en commençant peut-être par celle de Dunalou. On va donc Dunalou Pridanton, on la présente plus, qui a donc 29 ans, c'est juste, aujourd'hui, oui. Voilà, et qui a écrit ce roman que Sylviane a déjà décrit, en fait, qui donc est l'histoire de cet ouvrier qui trouve une liberté très forte dans le contact avec la nature, et qui est une sorte d'amante exclusive, mais il trouvera peut-être une femme pour partager cette nature avec lui ou pour l'aider à la voir différemment.
Voilà un extrait donc de L'Embrasure de Dounalou, publié au Mercure de France. La forêt est grande, profonde, vibrante, vivante et vivifiante. Elle est quelque chose comme une femme qui voudrait l'homme sans lui dire. Quelque chose qui dit oui sous la robe, mais qui s'est perdu dans la bouche, qui devient tendre dans l'humus et vous jette des ronces au visage. La forêt est comme ça, ici. Le sauvage sait y faire. L'attirance qu'elle éprouve à se faire explorer, elle la garde au-dedans, de la sève en puissance qui coule sous la terre, qui monte comme une odeur et vous emballe sur le champ. Même le ciel au-dessus ne reste pas indifférent. Qu'elle soit froissée après la pluie, comme les femmes qui préfèrent se doucher avant, qu'elle soit bouillante de soleil, comme celle qui brûle après la porte d'entrée, la forêt, ici, elle ne laisse personne sortir indemne. Elle retient un peu de notre substance dans sa rivière profonde. Elle se charge d'enseigner l'ardeur. J'aime chasser par ici. Ça sent meilleur que tout. J'aime traquer dans les feuilles, suivre la route du bois et débusquer la bête. C'est mieux qu'au bar, mieux qu'un flirt, mieux que la sueur sur les femmes. Je dépense mon énergie positive. Je ramène sur moi du sang et des kilos de liberté fraîchement morte. Mieux que ce qu'on peut imaginer. Quand je tire, ce chevreuil ne sent pas venir sa fin. Rien à voir avec ces bêtes qui attendent et puis meurent à l'abattoir. Rien à voir avec ces idiotes au bar qui ne pensent qu'à croire au prince charmant quand tout le monde sait qu'elles n'ont rien à offrir. Que l'attente des bêtes stockées dans les élevages, nourries pour mourir en même temps, des bêtes qui n'ont même plus de sang dans les veines, tellement elles sont produites pour finir sur une chaîne par l'électricité, des bêtes qui poussent comme des endives sur la fausse paille de l'éleveur. Je n'ai rien contre. Il faut bien manger des escalopes dans les familles où l'homme ne part plus chasser. Simplement, je ne compare pas. Il y a bête et bête. Il y a le sang traqué, coincé sous la peau fine, le poids sur la brindille qui fait un bruit de finesse, et il y a le sirop de vitamines par intraveineuse, avec les farines fourrées dans la gueule. Le chevreuil que je tire, il a vécu l'élan et la faim sous le ciel. Pas comme ces bêtes de ferme qui attendent juste leur faim. C'est pour ça que je chasse le samedi en forêt. C'est pour ça que le soir je me sens bien. Et quand on conduit pour rentrer, quand on laisse choir nos corps d'hommes sur les sièges de la voiture qui sent la bête, on rigole et on chante ce qu'on veut. Je sais pas si je lis encore un. Je pense que oui. Donc je lis encore un deuxième passage, toujours en forêt. La forêt est tendre aujourd'hui. Elle ne veut pas m'endolorir la chair. Elle s'écarte comme des bras sous le poids de mon avancée. Je sens les sapins qui ploient dans l'air, les lianes qui glissent entre mes doigts. Les feuilles forment un tapis doux sur la terre qui poisse. Beaucoup de pluies sont passées par là. De quoi défaire les odeurs de genièvre et d'origan en fleurs. De quoi mettre de la boue plein mes bottes et m'humidifier la trachée. J'ai envie d'être concentrée aujourd'hui, d'avoir la tête dans mes mains qui écartent, ma tête dans mes deux pieds qui marchent, ma tête dans mes narines qui s'ouvrent, ma tête dans mon cœur qui suit le sang. J'ai le ventre chaud grâce au thé que je bois à chaque pause sur un tronc. Il est tôt, mes yeux sont tendus dans l'ombre. À 6 heures, nous serons au petit col. J'irai sur la gauche, dans les pierres. Je veux aller là où je ne connais pas, dans les recoins éloignés qui mordent. Nello est derrière. Pour cette chasse, il faut être plusieurs. Nous allons doucement, sans parler. Il faut que tout communique dans l'air, comme une brise dont je connais le souffle sur mon visage et dont il sait aussi l'odeur. Un signe suffit pour que son visage acquiesce et nous marchons bien tranquillement dans le sombre. Nello suit mon rythme en accordé. Je fais le tempo et les haltes. Je respire à plein dans le nez pour reconnaître toujours mieux les traces,
les passages du gibier et la fraîcheur d'une pisse, les déjections sont des indices pleins de précision et de détails. Il faut tout relever dans sa tête et continuer très doucement. J'ai une musique dans les oreilles, les crissements qui montent sous les feuilles, les insectes qui volent bas, s'en mêlent, les oiseaux qui piaillent, qui chantent. J'aime ces sons de la forêt qui se donnent à l'ouïe des hommes. Ces sons disent l'avancée de la vie, l'humidité ou la fêlure des branches, le tempo des insectes et le vol des oiseaux au-dessus. Les langages se succèdent. Il faut savoir lire tout ça. Ça se chevauche dans la pensée et parfois les recoupements nous parlent, nous instruisent d'une direction, d'un instinct à suivre noir sur blanc. J'aime cette participation des sens parce que mon corps est à son affaire, pour une fois. Pas comme dans le travail de ville que j'assume en semaine et qui me laisse vide dans le ventre, dans les jambes et avec le nez dégoûté. Là, je trace fort sur la mousse, je ne tergiverse pas sur les pierres et la terre, je la foule en plein. J'aime ça, c'est presque incroyable. Le boulot est loin, dans la brume, en arrière, sous la chape de nuit qui plombe la vallée. Je suis dans ma marge, je respire, dans cet espace qui pulse aux tempes. Personne ne peut me dire que je suis trop lent, que les heures ne sont pas effectives et qu'il faut plus de rentabilité dans la cadence. Ici, je sens chaque seconde à fond dans le ventre. Je ne perds pas une miette de ma substance. Merci. Donc on voit bien votre forêt. Et puis il y a une chose qui me frappe, c'est comment le chasseur lit la forêt. Et ça, c'est une chose que vous développez aussi plus loin, la symbolique de la bibliothèque comme une forêt de livres. Et il y a cet aspect-là aussi de la forêt, qui est une métaphore couramment utilisée pour parler des mots, des livres, de la littérature. Il y a un festival qui s'appelle La Forêt des livres, une collection chez Stock. Et cette forêt à déchiffrer, à lire, il me semble que c'est peut-être parfois plus la vôtre, Alexandre Friedrich. Enfin, vous la déplacez, elle est l'occasion de beaucoup de réflexions. Et donc, on vous écoute avec plaisir dans Ogrorog, un extrait d'Ogrorog. Au lieu dit le Monticulé, j'ai trouvé quelqu'un, un type. Il devait avoir 40 ans et son chien à côté. Il est venu au milieu du chemin parce que j'arrivais. J'ai demandé Jean. Jean de quoi? Le chasseur n'avait pas dit. Jean, son nom, c'est quoi? Le chasseur n'avait pas dit. C'est de la part de Robert. Alors je me suis aperçu que Robert, c'était comme Jean, c'était Robert. Je ne savais pas le nom de Robert. Le type a pointé sa canne vers la colline. En haut, on voyait une petite forêt. C'est à 2000. C'est loin? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je vous dis que c'est à 2000. Le chien s'est mis à aboyer. Exactement rien. Je ne voulais rien dire d'exact. J'étais fatigué. Fatigué et pressé. Fatigué d'avoir à traverser la France. Fatigué des pluies d'octobre aussi. Et puis il allait faire nuit. Alors 2000, le type s'est adouci. Ça fait 2 kilomètres. J'ai remercié. Je suis remonté à vélo. J'ai pédalé. Lui est resté au milieu du chemin. Quand j'ai quelqu'un dans le dos, je pédale plus vite. Le chemin est devenu très dur à cause de cette vitesse. Le chemin était creusé par les eaux ou autre chose de puissant. C'était dur, mais je pensais. C'est un début, un moyen comme un autre. J'avais la conviction que Jean ne saurait rien, mais je lâchais pas. Ce discours sur la disparition des forêts n'était qu'un discours. Il y avait des milliers de forêts. En même temps, le fait qu'il y eût des milliers de forêts prouvait que je n'avais pas tort. La forêt n'était plus un lieu unique, c'était un lieu divisé. Rassuré, je me mis à pédaler avec vigueur. Le chemin rejoignait une route. Le type avait donné des indications. Vous verrez une seconde ferme après le virage de l'autre ferme. Alors à la deuxième, pas la petite, l'autre, celle qui a les vaches, et j'avais tout oublié. Tout sinon qu'un type qui s'intéresse à la loi de la forêt doit vivre dans une forêt. Or, il n'y en avait qu'une ici. Elle était en haut, sur la colline, à environ 1 kilomètre. La nuit est venue, d'abord lentement. Toujours on croit qu'on y échappera, qu'elle se montrera clémente. J'y voyais de moins en moins, mais je prétendais le contraire. Peut-être que j'étais voyant, ne disais-je pas. Ça va aller, ça va.
D'un seul coup, ce ne fut plus un paysage, mais une leçon de choses. Il fallait mettre le nez sur les choses pour les nommer, pour que la roue du vélo n'aille pas taper dedans, pour ne pas tomber. Là, un tronc, là un trou, et là, c'est quoi? Puis vers la forêt et ses bruits et son souffle. J'entendais mes poules. Jean, j'appelais et j'écoutais. Il y a quelqu'un? Jean? Quelques minutes à tenir le vélo par le guidon, à appeler dans le noir. Oh! J'ai renoncé. J'ai fait demi-tour. J'ai fichu le camp en roue libre jusqu'à la ferme. Bondissant sur les pierres du chemin, je me répétais, en l'an 1000, à l'heure qu'il est, je serai dépouillé et nu, exsangue. Et je n'aurai qu'une prière, ne plus aller dans la forêt, jamais. Cependant, je dévalais. Un virage, un autre, le dernier, puis la ferme. Comme un retour à la civilisation, cette ferme, avec sa lumière. Je suis descendu pour arriver enfin là où tout avait commencé, au milieu du chemin. J'étais trempé de sueur, il était tard, au moins 19 heures, et le type se tenait là, dans ses frusques, avec le chien. Il s'est lamenté. Vous n'avez pas trouvé? C'est dommage. Venez, entrez un moment. Je vais essayer de vous renseigner. Il me renseigna. Une partie de ce que je sais aujourd'hui vient de lui. Les forêts, il les avait étudiées à des kilomètres à la ronde, puis en Isère, puis dans la Vanoise, du côté des Pyrénées aussi, vers Andorre et l'Espagne et Roncevaux. Il avait habité dedans, travaillé dedans, dormi dedans, erré et marché dedans. Il avait une liste. D'abord, les animaux, ceux auxquels tu penses et ceux auxquels tu ne penses pas. Les grenouilles, les phacochères, les salamandres, les poissons des forêts, et puis tout ce que la ville a rejeté. Les sauvages, les assassins, les ermites, ceux qui ont pris le parti de la forêt, ceux que tu croises aujourd'hui dans un train ou dans leur voiture, ils y allaient aussi. Et il y en a qui ne revenaient pas, des riches par exemple, des vrais, habillés en seigneurs, des riches pleins d'or et de titres. Ils se promenaient pendant des jours jusqu'à ce que leurs manteaux pourrissent sur leur dos. Ensuite, il a parlé des petites guerres le long des chemins, des embuscades le long des chemins, des retraites loin des chemins, des retraites dans les arbres. Quelle liste! Quand je l'ai quitté, le type a dit « Salut Robert pour moi ». Et j'ai pensé « Le salaud, il m'a envoyé à 2000 pour rien, il m'a lancé dans les arbres ». Alors pour ceux qui n'auraient pas lu Ogrorog, il s'agit d'un trajet en vélo qui a en quelque sorte la forêt pour objet, ou en tout cas comme désir et comme attraction, attracteur ou attraction, disons. Et ce voyage comme ça à un rythme assez long permet de mettre le nez sur les choses pour mieux les nommer, oui, pour les nommer. Et donc il s'agit à la fois d'une démarche qui par moments peut faire penser en effet à William Gilpin. J'ai oublié de vous dire qu'il était publié aux Premières Pierres, hein, Maison bordelaise, mais qui aussi permet de remonter, enfin vous avez une manière étonnante de faire s'entrecroiser les époques et le trajet en bicyclette. C'est une rêverie sur le passé de la forêt et sur son actualité, en quelque sorte, en tout cas sur l'actualité de celui qui la traverse en vélo, ce qui peut être pénible. Et donc, pour ce livre-là, vous avez reçu en même temps que nous n'allons le prix Danton. Quant à Elisabeth Jobin, qui... elle a reçu le prix, la bourse LIP pour l'anatomie de l'hiver, publiée à l'Air. Elle a une forêt plus statique, assez différente, dont nous allons écouter un peu le bruissement maintenant. Aujourd'hui est jour de congé. Émilie et Marie sont dans la forêt. C'est Émilie qui commande. Elle a dessiné la cabane, s'est mise d'accord pour la forme et le lieu. Marie s'exécute. Les filles rassemblent le bois, lient les branches avec la ficelle, parfois même avec les clous pris dans l'établi du père d'Émilie. Les bâtons sont appuyés contre un tronc central. Elles arrachent des branches de sapin, les attachent en de petits balais, puis les fixent sur la cabane. C'est un bon camouflage et tout en même temps, ça protège de la pluie et de la neige. On sent le froid qui soupire contre l'écorce des arbres. Marie pense que sa grand-mère tricotait des pulls quand l'hiver arrivait, alors qu'elle maintenant tricote une cabane dans cette forêt qui fait penser à un œil mi-clos.
à un regard qui se ferme pour dormir, tandis que des créatures, au fond des terriers, attendent de régner en tapissant de leurs traces le sol bientôt enneigé. L'hiver arrivé, tout change et se retourne. La forêt se repose et les loups hurlent. Dès le solstice, les habitants penseront qu'il fait nuit le jour aussi, et les hommes auront envie de manger des portions de soleil qu'ils ne trouveront plus. Lorsque la saison blanche arrive, il faut forcer ses mains à bouger et créer. On sait que le geste entretient le corps, qu'on meurt en restant immobile. Marie, dans l'hiver qui la regarde en tapinois, tricote la cabane, tisse les branches de sapin entre les bâtons fixés, se dit qu'elle et Émilie sont en train de bâtir un terrier comme des animaux, pour avoir un abri au cœur de la nature, mais où pourtant l'hiver ne filtrera jamais. La cabane sera un refuge. La cabane sera un refuge et une maison. Les saisons y seront interdites. À l'intérieur ne seront tolérés que des sentiments, des secrets et des découvertes. Émilie, de son côté, pense qu'ici s'élèvera son premier palais, qu'il est temps de le remplir de sa présence et de ses histoires. Marie, elle l'aime, mais Marie est seulement celle qui l'aide à construire ses rêves, et les rêves, c'est ce qui compte. Marie est différente, une de celles qui préfèrent les rêves des autres et oublie d'entretenir les siens. À l'intérieur de la cabane, elles installent une table, une souche qu'elles ont dénichée et des chaises, de grosses pierres trouvées au bord d'un torrent. Marie ramène une vieille caisse de chez elle, depuis longtemps sous la poussière de la cave, et Émilie déclare « C'est notre coffre-fort ». Émilie propose d'aller chez Martha, de voler un bracelet, des boucles d'oreilles, un collier, n'importe quoi, pourvu que ça brille, pourvu que les deux filles aient un trésor à protéger, un trésor rien qu'à elles, le début d'un petit bonheur. Le vent souffle, le ciel est ponctué de feuilles jaunes et brunes, les nuages volent bas. Le soleil se couche tôt dans la vallée. Bientôt les filles travaillent avec des gants, des bonnets, et lorsqu'elles reviennent au matin suivant, une dentelle blanche se détache des écorces, les pas bruissent, la forêt craque, puis le bruit s'éteint. Le vent ne parvient plus à soulever la croûte de feuilles collées au sol. Est-ce que j'ai un deuxième passage? Je crois que volontiers. Un deuxième passage. Juste un peu de vent mêlé de bruine. Voilà déjà que le brouillard s'abaisse. L'air brasse la brume, volute et fumée. L'atmosphère est opaque. Les maisons, les routes disparaissent. Place au ciel qui domine. Qui voudrait donc sortir et l'affronter? La mer, rien qu'elle. Il n'y a que la mer pour défier le ciel. Elle grimpe sur son vélo, ses pieds au-dessus du sol pédalent. La roue avant et le guidon osent emmêler le brouillard autour d'elle, le tirer avec elle, jusqu'au cimetière, perdu dans les champs. Plus d'oiseaux, c'est l'hiver qui vient. Restent les renards et les sangliers, emmitouflés dans le manteau de brouillard. La mer fait son chemin. Dans le panier en proue de son vélo, une bougie, des roses séchées, tout ce qu'elle a pu trouver qui aille avec l'instant, le changement de saison. Les sapins, un moment, la couvrent, noire. Elle sait qu'il faut aller plus vite. Le risque existe. Les sapins peuvent se coucher sur elle, l'engloutir. Elle sent les pulsations d'un sang paniqué qui s'agite en elle. Bientôt, dans les prés d'argent, des tintements accompagnent discrètement la musique des roues, le souffle de la mer. Elle longe les pâturages. Au petit matin, on ne passe pas par le village, on va par la nature. On entre dans ce monde qui vous mène dans les songes, hors du corps. La mer a le visage mouillé, glacé. Elle devine des mains écarlates accrochées au guidon. Ce n'est plus bien loin à présent, à peine au-delà du bosquet. Bosquet qu'elle ne peut voir, mais qu'elle connaît, qu'elle sent se cacher derrière la ouate de l'air. La mer s'arrête bientôt, appuie le vélo contre le grillage,
pousse le portail du cimetière, va à la tombe de sa mère. Elle y couche les roses séchées, dépose la bougie dans l'herbe, l'allume, regarde la flamme virevolter dans la brume, une lumière fantôme, l'œil d'un borgne triste. Puis le vent l'éteint. Le soleil, disque invisible derrière la lourde couche de nuages, escalade la montagne pour jeter une lumière diffuse sur la vallée. La température ne change pas, la bruine persiste, et la mer sent de l'eau au fond de ses chaussures lorsqu'elle rentre chez elle. Alors merci pour cette très belle forêt. On voit déjà que cette promenade nous amène dans des paysages très différents. La forêt de Dunalou est plutôt une forêt dans laquelle on pénètre en quête peut-être de sensations, d'un amour, d'une vie plus intense. Celle d'Alexandre Friedrich est une forêt qu'on traverse, mais qui n'est pas sans obstacles et sans racines et pierres à soulever, tandis que celle d'Elisabeth Jobin est une présence, surtout, elle bruit comme ça à l'orée du village, dans ce roman qui est une sorte d'évocation en étoile, comme si chaque personnage était la pointe d'une étoile, d'habitants d'un village qui passent un hiver. Donc l'année, il n'y a pas que la forêt dans le livre d'Elisabeth Jobin, il y a aussi beaucoup l'hiver et la neige qui jouent un rôle important. C'est une forêt glacée, alors que les forêts de nos deux autres auteurs sont plus tempérées, dirons-nous. Alors pour commencer, je vais peut-être demander à Dunalou simplement si elle a eu un rapport dans l'enfance avec la forêt, puisque j'ai pensé au conte en préparant cette soirée, et donc je me disais, est-ce que pour vous aussi, il y a peut-être une forêt d'enfance, réelle ou rêvée d'ailleurs ? Oui, je pense qu'il y a les deux en fait. Il y a une forêt réelle, parce que j'ai vraiment grandi aux abords d'une forêt, dans un petit village où vraiment la forêt effectivement était très proche, et donc j'ai grandi près de... Donc je pense que c'était pas forcément conscient, mais en écrivant ce livre, comme j'ai été imprégnée quand même dans l'enfance de cette présence-là, puis c'est un espace que j'ai beaucoup parcouru, que j'ai beaucoup... où j'ai puisé aussi beaucoup de premières sensations. Je pense que c'est aussi beaucoup de choses qui sont revenues, en tout cas dans l'écriture de ce livre. Et puis, quand vous parlez des contes, ça me fait aussi tout à fait écho. Une enfance comme beaucoup, peut-être bercée par... Vos parents étaient marionnettistes. Oui. Est-ce qu'ils jouaient des contes parfois avec leurs marionnettes ? Des histoires, oui, des histoires en plus. C'était des spectacles plutôt pour enfants, donc beaucoup de... Bon, j'ai pas comme ça de souvenirs de forêt dans les histoires dans les spectacles de marionnettes, mais par contre c'était un monde de l'enchantement ou du conte, et je pense qu'il y a aussi une dimension... c'est aussi la dimension qui m'intéressait dans la forêt, qu'elle puisse être aussi un endroit de mystère, et à la fois qui peut être à la fois et bénéfique et maléfique, et violent et sauvage, et en même temps accueillant. Et vous, Elisabeth Jobin, on devine qu'il y a peut-être une forêt pas très loin non plus quand vous étiez enfant. Est-ce que c'est faux ? Non, c'est juste. J'ai grandi dans un village justement au Jura bernois, et aussi la forêt était toute proche de la maison, et c'est vrai qu'on y a passé beaucoup de temps avec mon frère et ma sœur. Est-ce qu'il y avait des histoires terrifiantes qui couraient sur la forêt dans votre village ? Oui, il y a toujours des histoires terrifiantes qui courent sur les forêts. Il y avait des cabanes, hein ? Aussi, oui, je pense qu'il y a certains éléments, évidemment, qui relèvent de mon expérience dans la forêt. Donc, justement, faire des cabanes avec ses copains, imaginer les mondes qu'on peut créer autour, et puis sentir aussi un petit peu la température, la saison, et puis j'aimais aussi beaucoup justement toucher tout ce bois, ces écorces. Vous parlez beaucoup vous avez tout le temps cette métaphore sur le tricot. Vous tissez la forêt, vous la tricotez, en tout cas vos personnages. Oui. Et donc on sent qu'il y avait un usage assez direct comme ça. Assez manuel. Assez manuel de la forêt. Alors pour vous, Alexandre Friedrich, c'est pas un premier roman comme pour
ces deux dames, mais vous avez peut-être aussi une forêt dans votre enfance qui est revenue à cette occasion. Peut-être, mais enfin, moi, mon intention était un peu différente. C'était de savoir, comme il est dit dans le court extrait, si il existe encore des forêts, parce que on quitte la ville, enfin, on est dans le plat. Le premier constat, d'ailleurs, c'est que les forêts ne sont pas plates, hein, parce que les traverser, on les traverse par la route, mais évidemment, quand il s'agit de dormir, et c'est notamment ce que je fais dans le livre, on s'aperçoit que c'est assez incommode. Je crois que dans l'imaginaire aujourd'hui, du moins en Europe, hein, la forêt c'est quelque chose qui est bien circonscrit, c'est quelque chose qu'on voit à distance, hein, dont on devine à peu près les limites. Hein. Puis à partir de là, on peut en effet la traverser, mais la traverser précisément parce qu'elle a une limite. Hein. Alors, je ne sais pas si... Bon, on discutait des forêts qu'on a à proximité des maisons. C'est vrai qu'on a des forêts à proximité des maisons un peu partout, malgré tout. Mais je trouve qu'on a un rapport quantitatif, on pourrait presque dire au bois plutôt qu'à la forêt. C'est-à-dire qu'on nous rappelle à titre statistique qu'il n'y en a jamais eu autant des forêts. Mais quand on les voit, c'est vraiment misérable, quoi. Elles sont plantées comme des poteaux sur des kilomètres. Hein. Je pense notamment à la forêt landaise que j'évoque ici. Et il y a par ailleurs des forêts qui sont demeurées telles qu'on suppose qu'elles étaient, disons, à l'époque à laquelle je m'adosse, au 11e, 12e siècle, mais c'est parce que précisément il n'y avait pas intérêt à les exploiter. Je pense par exemple près d'ici au Jura. Alors au fond, pas faire trop long, mais aller voir à vélo, vous avez tout à fait raison de dire qu'au fond on va voir, mais on ne voit pas grand-chose, on le traverse. Et puis le réseau, y compris le réseau de chemin, est bien conçu. Il est fait pour qu'on puisse regarder les arbres, puis ressortir de la forêt. Après, bien sûr, on peut s'y aventurer. Bon, avec un vélo, c'est un peu mal pratique. On peut éventuellement emprunter des lèvres forestières qui, elles aussi, sont très inconfortables parce qu'elles sont là pour l'ouvrier. Donc, en général, elles ne vont nulle part. D'où la volonté de demeurer un certain nombre d'heures à ne rien faire dans la forêt. Ça me ramène à ce que disait Éléonore, c'est-à-dire que là, très vite on s'embête, il n'y a pas de miracle. Donc on regarde des choses, puis on les regarde de tout près. Ça, je trouvais que c'était une activité assez porteuse. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous attire? Je me demandais si aujourd'hui vous aviez un usage de la forêt. Alors Alexandre Friedrich, on en a une idée puisqu'il nous raconte son trajet en vélo. Mais vous, est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans vos vies actuelles? Est-ce qu'il y a vous avez un usage de ces lieux? Vous n'avez pas de promenade en forêt Ici, pas quotidiennement, et puis justement, les forêts que je trouve ici à proximité, ou en tout cas plutôt les bois qu'il y a ici, il y en a un peu dans la région, mais c'est pas, pour moi, ça... Enfin, ils sont très différents d'une forêt un peu qui reste sauvage ou qui. Donc, j'y retrouve pas forcément je sais pas, cette richesse ou ce foisonnement de sensations. Donc ça, je le retrouve finalement. Enfin, c'est quelque chose finalement dont je fais plus beaucoup l'expérience, en tout cas au niveau de la quantité dans l'année, le temps que je passe. Je ne le passe pas beaucoup en forêt. Après, je vis quand même à la campagne, donc je ne suis pas dans un environnement comme ça directement urbain. Donc quotidiennement, je suis quand même aussi... Vous ne chassez pas? Non, je chasse pas. Est-ce que vous pensiez à une forêt particulière en écrivant? Vous aviez ou c'est précisément cette forêt imaginaire dont on parlait au début, celle des contes, peut-être celle dont on se souvient, qu'on a parcouru enfant? Oui, un mélange en fait, je pense, entre la forêt où je vais quand même encore régulièrement, qui borde la maison de mon enfance et qui là est restée une forêt plus sauvage, c'est dans la Drôme en France. Donc il y a encore des régions, je sais pas, il faudrait, tu vois, à vélo si c'est praticable, mais elles sont escarpées après. Mais cette forêt-là, en tout cas, je
pense qu'elle a fait partie de mon imaginaire quand j'écrivais ce livre, et puis elle se mêlait un peu à d'autres forêts plus nordiques, du coup ce qui donne un peu un mélange entre des odeurs plutôt du sud et puis un environnement plus humide. Enfin, je pense que j'ai un peu mêlé... C'est une forêt idéale qui n'existe pas en fait, Oui. qui serait avec de du pin thym, et de de l'origan, du hêtre. thym. J'ai un peu mélangé les différentes forêts je pense, qui m'ont marqué. Et vous, Elisabeth, est-ce que cette forêt, elle a un usage pour vous aujourd'hui? La forêt, je l'ai plus vraiment tout près de chez moi, il faut que j'aille la chercher, donc c'est vraiment... Enfin, c'est plus comme avant où ça faisait partie plus du quotidien d'y aller comme ça, parce que l'envie me venait, mais ouais, c'est vraiment... C'est devenu une destination, quelque chose que je planifie, c'est plus tout à fait la même chose quand même si j'aime retourner dans le Jura, et puis... où justement la forêt est un peu plus dense, quoique toujours très bien... Je veux dire, les bûcherons y travaillent aussi et ils coupent beaucoup. C'est pas non plus complètement sauvage, mais j'y retrouve quand même souvent pas mal de souvenirs et pas mal de sensations. Donc c'est bien la forêt jurassienne. C'est bien la C'est forêt ce qu'on jurassienne. sent en vous lisant, mais est-ce que vous avez besoin d'y retourner ou bien pas forcément? Mais besoin, non, j'y vais plus par plaisir, je crois. C'est pas l'appel de la forêt, non, c'est... Donc pas de... Et écrire, enfin la mettre en toile de fond du roman, c'était une manière de la retrouver quand même. Oui, Plus, quand même. Finalement plus par l'écriture que dans le réel. Hein. Oui, j'ai écrit ce livre à peu près 1 an après avoir emménagé en ville, donc ouais, c'est possible. Une nostalgie peut-être. Peut-être. Alors pour vous, la forêt arrive après une série de livres. D'ailleurs, j'aurais dû signaler aux livres antérieurs. Hein. Ah, je ne les trouve pas là-dedans. Et j'ai oublié de les noter, donc mea culpa. Mais vous avez fait plusieurs livres de voyage en vélo. Et là, la forêt arrive tout à coup. Pourquoi finalement? Parce que c'était l'itinéraire ou bien c'est un hasard? Alors, il y a un livre, le premier paru, je crois, il y a une dizaine d'années, qui a pour titre 3 divagations sur le mont Artaud, qui, lui, parle vraiment de vélo. On peut dire que c'est un livre dont l'occasion est le vélo. J'espère que ce n'est pas trop le cas de celui-ci, bien que la couverture l'indique. J'avais plutôt l'intention, au fond, de relier les éléments de texte enfin c'était une sorte de facilité, c'est-à-dire je voyage en effet à vélo et puis c'est une façon de construire des éléments. Mais l'élément qui me tenait à cœur, c'est plutôt de savoir quel était l'usage politique qu'on fait de la forêt à travers les âges. Bon, aujourd'hui, il n'est pas très grand. Sinon, dans le discours, mais enfin, c'est une autre chose. Moi, ce que j'espérais comprendre un peu mieux, c'est en quoi, à l'époque, la loi s'arrêtait aux murailles des cités. Et donc la forêt, parce qu'elle était utilisée, bien sûr, mais elle était utilisée aux abords des villes. Au-delà, c'est un espace sauvage, c'est donc un espace où on peut se comporter en sauvage, mais on peut aussi se comporter en saint au milieu des sauvages. Donc il y a ce contraste entre des figures, on dira, héroïques ou malfaisantes, qui dans les deux cas quittent la ville, et quittent la ville pour se retrouver. C'est aussi l'époque, alors bon, quand je dis l'époque, je vous avoue que c'est assez flou, hein, c'est-à-dire que je ne suis pas historien, donc on est entre le 11e et le 16e, c'est d'ailleurs pas du tout la même situation pour les forêts, on montre c'est sur ce laps de temps, enfin cette période. Mais c'est donc l'époque où on part de sentiers, enfin le sentier on le crée en marchant, et puis 4 siècles plus tard on a des routes commerçantes, des transports de marchandises, l'argent circule, bon il y a quelques échappées sur l'économie. Et donc ces gens qui quittent, et c'est surtout ces personnes-là qui m'intéressent, ces gens qui quittent les villes, il y a celles qui le font plus ou moins volontairement parce qu'elles sont exclues de la cité, donc les malfrats, les miséreux, les pèlerins, mais il y a la figure du riche, figure de celui qui domine en ville, qui est le seigneur, qui possède des biens, qui les administre, qui administre la sécurité, et qui, par retournement de situation, quitte volontairement la ville.
Et la question que je me suis posée quand je dormais donc, sous les arbres, c'était, bon très bien, ça paraît glorieux comme ça de claquer la porte du château et puis de partir avec un petit sac sur l'épaule et d'aller dans la forêt, mais quelqu'un qui est quand même habitué à faire des grands banquets, à régner, qui se retrouve sous la pluie, au froid et surtout au péril des autres présences en forêt que sont principalement les bandits, comment est-ce qu'il dort le premier jour, comment est-ce qu'il mange le premier jour, et donc j'ai essayé de réfléchir à ça. Voilà. Donc, évidemment, c'est de l'ordre de la spéculation, mais c'est de la spéculation, au fond, en situation. Voilà. Cette clandestinité, ou disons cette opposition entre la forêt et la ville, chez vous peut-être, on peut le deviner éventuellement par ce... Est-ce que ça vous parle? Parce que le personnage que votre héros retrouve en forêt mort est un homme qui vient de très loin, qui doit être africain d'origine, puisqu'il dit brièvement qu'il est noir. Et il a aussi cette dimension d'ermite ou d'anachorète que décrit Alexandre Friedrich. Pour vous, c'est aussi un lieu, la forêt, qui a cette valeur alternative, en quelque sorte, alternative à la société policée. Oui, bah, c'était un peu... c'est vrai qu'il y a l'itinéraire de ce personnage qui est retrouvé mort dans la forêt par le jeune chasseur, et qui dans sa démarche, justement, il va aller dans la forêt et se retrouver dans la forêt, parce que c'est le lieu où il peut être loin des hommes et se retirer, puisque son souhait, c'est de mourir de faim et de soif dans une sorte de quête mystique, comme ça. Et pour un projet comme ça, en fait, la forêt est un peu le lieu idéal, puisque c'est le lieu où peut-être on peut encore trouver un espace où qui ne soit pas trop fréquenté par les hommes. Donc là-dessus, oui, c'est effectivement, il y avait cette dimension-là auquel est confronté le narrateur, qui pour lui c'est plus un espace. En plus, il dit que c'est sa forêt, donc il est un peu choqué qu'un homme ait choisi sa forêt pour venir mourir là, et en quelque sorte se l'approprier aussi d'une certaine façon, parce donc là-dessus, c'est ça aussi qui va le questionner. Et puis, oui, cette dimension-là m'intéressait. Parce qu'au fond, votre narrateur a une présence. Lui, c'est sa société, la forêt, d'une certaine manière. Il est déjà dans la forêt, en fait. C'est sa marge, mais en même temps, c'est la marge qui, pour lui, est au centre qui prend le plus de place dans sa vie. Et il s'aperçoit peu à peu que c'est une forêt qui a plusieurs aspects, au fond. Oui, peut-être. Elle sert à toutes sortes de choses qu'il ne soupçonne pas forcément au début. Et alors chez vous, Elisabeth, la forêt aussi a cette dimension alternative. C'est clairement quand même, me semble-t-il, vous me direz, le lieu où les adolescents qui jouent un rôle important dans votre livre, puisqu'ils ont toute une vie à eux dans ce village, découvrent des choses liées à la sexualité, mais aussi ils se mettent en retrait, ils font des choses à eux, quoi. C'était aussi dans la forêt que ça devait se passer, ces choses-là. Mais je disais, dans la forêt, ils sont bien cachés. C'est un bon lieu de rencontre entre eux aussi, entre des ados et des enfants de différentes familles. Et puis c'est un lieu, comme vous l'avez lu au départ, dans cet extrait au départ, c'est un lieu qui accueille l'imagination et les idées, et les envies, la curiosité. Je pense que c'est aussi pour ça que je les ai fait aller dans la forêt. C'est un peu étrange, un peu en marge, c'est pas tout à fait connu, mais tous essayent de se l'approprier aussi d'une certaine manière, d'y projeter certaines de leurs émotions, de leurs idées. Justement en y faisant certaines expériences. Donc c'est un lieu de liberté, mais aussi de contrainte pour les ermites. Et, ils sont pas ermites non plus. Mais allez-y. Donc il y a ce passage où, si je dis n'importe quoi,
Ce passage où il y a un personnage qui vient mourir en forêt et dont le personnage central recueille les carnets. Je sais, bon, moi j'ai trouvé ça très très bien. Je ne sais pas si tu connais le film de Peter Liechti qui s'appelle, le titre en anglais c'est The Sound of the Insects. Alors en fait, pour revenir juste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un film d'un réalisateur suisse qui s'appuie sur un roman japonais, c'est un peu compliqué, qui parle d'un fait divers qui s'est produit en Allemagne il y a quelques années. C'est quelqu'un qui décide de se suicider en cessant de manger. Mais la particularité, c'est qu'il va en forêt non loin, je crois, de Munich, donc c'est-à-dire que c'est quand même pas l'Amazonie, et il s'installe sous une toile de tente, et on le retrouve que 6 mois après. Donc il met à peu près 1 mois et demi à mourir, 6 semaines. Et on le retrouve que 6 mois après, d'où l'autre titre de ce film qui s'appelle La momie, parce qu'au moment où il est complètement exsangue, il sèche. Donc on le retrouve entier. Mais c'est pour dire qu'effectivement, il n'y a pas grand monde qui se baladait par là-bas, quoi. Et ça m'a fait penser à ça, parce que ce rapport au carnet qui permet en fait de relancer le récit, puis le rapport au mort, en fait, à celui qui s'est suicidé, je trouve ça vraiment très bien. Justement, on se demande en quoi la forêt suscite l'écriture. Enfin, pour vous, Alexandre Friedrich, vous aviez l'air de dire tout à l'heure que le fait de traverser cette forêt et de commencer à l'écouter et à la déchiffrer, c'était ce qui avait suscité ces rêveries, toutes ces réflexions et finalement le livre. Est-ce que le livre est vraiment né comme vous le racontez, en fait, comme le livre se raconte lui-même? Pour parler vraiment de cuisine, je vais vous dire, le livre, il est écrit par fragments, dans un premier temps, en ce sens qu'à la place de la carte qu'on clip comme ça sur le guidon, je mets des carnets, enfin j'en ai un. Donc ça permet, je freine, je prends une note et puis je repars. Bon, alors évidemment, après, ça fait beaucoup de notes qui sont assez disparates, et puis là, il faut y mettre un peu de fiction pour que ça prenne. Mais concrètement, des forêts qu'on traverse qui sont malgré tout hostiles, bon, c'était pas en plein hiver, comme dans le livre d'Elisabeth, c'était en octobre, mais enfin, à 1500 mètres dans le Vercors, enfin, il peut faire quand même assez froid. Et donc là, il y a un rapport qui est dû en fait à la forêt, à la vitesse aussi, parce qu'on passe quand même assez vite, et puis à la saison, bien sûr. Alors il y a ce contraste, bon, je fais toujours ça, hein. J'aime beaucoup les questions de temps, mais de temps accéléré, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas dans une accélération qui fait que les objets sont dissous, que les personnes sont dissoutes, que les dialogues n'existent plus, qu'on ne voit plus rien. Le meilleur moyen de se poser cette question, c'est soit de pousser à l'extrême, et donc d'aller toujours trop vite, ou alors d'aller vraiment trop lentement, quoi. Et puis typiquement, c'est ce que permettent les véhicules. Bon, le vélo, c'est pas le meilleur, peut-être que la voiture, c'est mieux de ce point de vue-là, mais en tout cas, c'est ces effets de contraste entre un moment où le paysage s'accélère, c'est-à-dire qu'on le fend et puis on le laisse derrière nous, et puis le moment où, au contraire, on s'immobilise, puis il revient nous couvrir. Bon, c'était ce passage bien aimé avec les sapins qui se referment. Voilà, je sais pas la suite. Et pour vous, Nounalou, les conditions d'écriture du livre, est-ce que elles avaient de près ou de loin à faire avec la forêt? Peut-être pas du tout. Bon. Les conditions... Comment ça s'est passé, l'écriture de ce roman, qui est quand même votre premier roman? Non, en tout cas, j'ai pas dû aller m'immerger, j'ai pas eu besoin d'aller m'immerger dans la forêt pour l'écrire. Elle était là, enfin, elle pouvait être là dans mon bureau, dans les pièces où j'écrivais, mais oui, l'écriture a été rassemblée vraiment de façon très intense comme ça sur quelques mois où j'ai vraiment écrit quotidiennement et où j'ai eu le temps de m'y plonger. Donc, mais c'était, enfin, non, ça c'est pas né en tout cas d'une confrontation comme ça directe avec la forêt. C'était le premier point de départ a été une phrase d'un jeune chasseur que j'ai repris à peu près tel quel, en fait, dans le début, où il dit que la différence entre le chevreuil qui tue en forêt, qui est libre, et puis les bêtes à l'abattoir qui attendent de mourir, en fait. Et puis c'est cette première phrase qui a déclenché un premier texte, et ensuite ce personnage du coup d'un jeune chasseur et cette passion immédiate. Enfin, la forêt était toute... Par contre, la forêt a vraiment... C'est vrai que là-dessus, c'est le premier mot du livre, et c'est vraiment le déclencheur pour moi de ce roman.
Et après, rapidement, j'ai eu envie, enfin, je me suis dit, voilà, il va trouver cet homme. Enfin, il y a quelques jalons qui sont venus. Après, là, en même temps, j'ai lu des passages de forêt, mais il y a beaucoup de passages en ville. Enfin, il y a beaucoup d'autres éléments. Mais en même temps, la forêt est une sorte de personnage aussi à part entière qui sous-tend tout ce roman. Et puis, oui, voilà, le déclencheur était vraiment cette sorte de personnification aussi de la forêt, de tout de suite la poser. En tout cas, pour le narrateur, il a une vraie relation avec cette forêt, donc elle est un peu personnifiée comme une femme. Et ça, c'est quelque chose qui a porté, en tout cas, le récit, l'écriture. En tout cas, une métaphore très puissante de la forêt qui parcourt tout le livre, avec beaucoup de comparaisons, justement la bibliothèque et la forêt, la femme et la forêt. Il y a beaucoup de... Vous viviez dans cette forêt en écrivant un peu quand même. Oui, en tout cas, elle était vraiment très très présente et surtout très... Enfin, ce qui m'intéressait aussi, c'est, je pense, dans cet espace-là, c'était... parce que j'avais vraiment envie de me tenir aux sensations de cet homme et d'être dans une écriture qui parle vraiment depuis son corps plutôt et de son expérience au niveau de ses sens du monde et de partir vraiment de ses sensations et la forêt permettait déjà d'être un peu dans un espace où on a tous les sens en éveil et où on est dans l'éveil des sens, quoi. Voilà. Ah, en effet, vous avez ce vocabulaire très végétal par moments. Enfin, on est en effet tout le temps dans du toucher, de la respiration, des airs, des odeurs. Et Elisabeth, cette forêt, elle est arrivée comment, enfin, dans le texte? Pourquoi ce texte, au fond, comporte une forêt, ce premier texte? Est-ce que les conditions d'écriture à Bienne, peut-être, vous étiez à ce moment-là loin, pas si loin du Jura bernois, mais non. Pourquoi je pense que j'avais envie d'écrire quelque chose sur un village. Et puis je sais pas, j'imagine que dans ma tête, la connexion s'est faite tout de suite. C'est village, forêt à côté, quoi. C'est pas possible autrement. Et puis je me suis imaginé ce village un peu enfermé, justement, entouré d'une forêt qui est plus une barrière. Celle-là, on la traverse justement pas. On ne devrait pas la traverser. Mais vraiment, l'idée de départ, tout au départ, en plus de cette envie d'écrire sur un village, c'était l'idée de quelqu'un qui part, qui s'en va. Et puis, ce que les gens autour de cette personne font quand ils se retrouvent à devoir gérer une absence pour laquelle ils n'ont rien décidé, quoi. Et puis, en même temps, cette dimension de ne pas pouvoir vraiment partir eux-mêmes, de fermer un territoire par la forêt, c'était une image qui m'a plu et que j'ai voulu travailler. Comment est-ce que vous avez écrit ce livre? Est-ce que c'était dans le cadre de l'Institut littéraire? Vous avez fait des fragments, vous l'avez écrit d'une traite? Je l'ai écrit la dernière année à l'Institut littéraire, effectivement. Juste pour une petite parenthèse, Elisabeth Jobin, elle fait partie de la première volée d'élèves de l'Institut littéraire de Bienne, pardon. Voilà. Mais je pense qu'il y a autre chose dans le livre, évidemment, mais c'est intéressant, je trouve, de voir des conditions d'écriture. Donc c'était soumis perpétuellement à relecture, ou bien comment ça s'est passé? Plusieurs personnes l'ont relu, l'ont commenté. Quoique ça restait avant tout, j'avais envie d'écrire quelque chose comme ça. Et puis c'est aussi 3 ans où j'ai eu beaucoup de temps pour écrire. Justement le temps d'essayer d'écrire un roman et de voir si ça fonctionnait. Et j'avais aussi les gens autour de moi pour m'encourager à le faire. Enfin, c'est pas toujours... des fois, maintenant, quand j'écris, je me sens parfois un peu seule. Le fait que ce soit cet animal un peu... On dit que le renard est malin, qui fait des ruses, un peu difficile à approcher finalement. Et puis en même temps, le seul prédateur, le grand prédateur de nos forêts. Il y avait beaucoup de petites choses qui me poussaient à choisir le renard en plus de l'esthétique même de l'animal. Mais un peu le gardien des lieux, un peu l'esprit de la forêt. L'esprit de la forêt. Comme voilà. pour les
renarde japonaise, peut-être un peu. Peut-être, mais Enfin, je crois que je pas connaissais grand-chose pas à voir. l'histoire, Mais- donc, Et pour vous, Dunalou, il y a cette manière chez vous de mettre en concurrence finalement la femme et la forêt. Vous, c'était une idée comme ça, il me semble, ou est-ce que c'est une lecture un peu trop poussée? En concurrence, oui, en fait. Dans l'esprit du narrateur, Dans en l'esprit tout du cas, c'est pas narrateur, au compatible départ, au oui, départ. oui. Bah, parce que il y a une idée de liberté, en fait, de garder sa liberté, de pas s'engager dans une relation pour pas être enchaîné ou enfermé. Et puis la forêt la forêt le laisse libre quelque part, où il a le contrôle en fait sur. Enfin, c'est un jeune homme qui a besoin de sentir qu'il a le contrôle sur les choses et qui est beaucoup dans il reste dans un univers du connu, et puis il va lui arriver des choses qui vont le confronter à l'inconnu, et qui vont finalement peut-être l'ouvrir petit à petit à oser aller un peu ailleurs et à rentrer vraiment en relation avec les autres. Mais avant ça, il est dans la protection vraiment. Donc il se protège beaucoup des femmes, par peur de la dépendance aussi. Donc, il y aurait une dépendance aussi forte aux forêts qu'aux femmes. Mais pour finalement, certains il hommes. est très dépendant. On finit par trouver le moyen de concilier les deux, ou plutôt Oui. c'est cette femme un peu magicienne Ouais. qui s'en sort. Hein. Oui, c'est par la rencontre d'une femme qui va être un peu plus rebelle que les autres, et peut-être plus. Qui va devoir finalement aussi un peu apprivoiser, qui va rentrer dans un autre rapport pour la première fois. Je vous propose de réécouter un petit extrait de chacun des livres, ce sera plus court qu'au début, et puis ensuite je vous invite à poser d'autres questions différentes, peut-être sur autre chose que la forêt, pour profiter de nos prix d'antan et de notre bourse LIP qui est là. Voilà. Donc je ne sais pas, Alexandre Friedrich, si vous voulez... Je sais pas, il faut juste que je le trouve. Alors on vous laisse un peu de Ouais, temps, et puis alors Dunalou, si vous voulez bien nous clore comme ça un petit peu fermer votre forêt momentanément, puisqu'elle va se rouvrir avec les questions. La forêt s'écarte, mon silence parade, mon corps est tout dense. La forêt se fige, elle est toute givrée, elle se fait tranquille. Pourtant je sais les muscles et le sang qu'elle enveloppe de sa chair verte et brune. Je sais les bêtes qui se faufilent et piètent sur ces tapis de feuilles. J'y vais, à la Bilbaude, le hasard dans les jambes, le canon prêt à se tendre. J'y vais seule, dans ces fentes, dans ces recoins de lumière. Le brouillard bat son plein dans les clairières de mousse. Il tarde à bien se lever du sol, comme un gros paresseux du matin qui se prolonge. Alors je marche à pas doux, sans étincelle. Je fronce mes yeux pour mieux voir. Je danse dans l'intérieur de mes veines, au chaud. L'air est glacé, mais je le fends droit. Le froid est vif, mais je le prends en moi. Je l'absorbe, comme un bon carburant physique. Les bruits se font en tendresse, ils volettent, ils louvoient, ils s'enfilent entre les branches. J'écoute et je deviens amoureux de l'odeur qui monte dans la levée de brouillard, de l'humidité qui se fait caresse dans le fond de l'air, de la forêt sombre et enveloppante. Je suis heureux d'être là, solitaire, heureux du cran de sûreté qui me garde bien entier dans la marche, de la totalité de l'être que je conserve dans l'espace. Je ne sais pas ce que je lèverai, gibier de fête ou petit faisan, je ne sais pas ce qui viendra se faire prendre à la croisée de mon chemin, mais le bonheur reste dans l'avancée, dans les traces, dans l'effort. Merci. On sent bien cette écriture de sensation dont vous parliez tout à l'heure. Elisabeth Jobin, est-ce que vous nous liriez un dernier petit extrait de l'anatomie de l'hiver? La forêt de nuit. Alice n'a jamais marché jusqu'ici. Elle n'en a jamais pris le temps. En cheminant, elle découpe le monde obscur en fragments oblongs et jaunes avec sa lampe de poche. La nuit obèse, ronde et maugréante,
se tient presque tranquille en dessous de la lune. Un croissant qui soupire et bâille. On dirait que la lune s'ennuie après tous ces siècles passés à régner. Alice ne sent aucun œil sur elle, aucun observateur narquois, renard, hibou. Elle ne sent pas leurs regards jaunes, étranges, dans lesquels seuls les sorciers parviennent à lire des messages. Ici, il n'y a que les chiens, elles, leurs 3 respirations. Elle n'a pas de montre, parce qu'à des moments comme celui-là, le temps ne compte pas. Elle souffle, le chemin grimpe, bordé de remblais. Les arbres percent la neige et se dressent comme des barrières. Ceux-là pourraient monter jusqu'au ciel, ils ont l'air si hauts, ils ont l'air de n'avoir aucune fin, aucune dernière branche. Ils continuent tranquillement à s'élever dans la nuit comme des magiciens qui lévitent. Les 2 chiens trottinent et explorent, heureux, truffant l'air, langue pendante. À force de bouger, ils ont chaud, malgré le froid coupant qui se détache en lambeaux à la hauteur des étoiles. Tout est noir, et à des moments comme celui-là, le monde ne reconnaît plus ses sommets. Alice ne sait pas si elle est arrivée jusqu'au haut de la montagne. Ce n'est pas grave, l'endroit n'est pas important. Elle a emporté 2 longs bouts de ficelle. Lorsqu'elle attachera les chiens à un arbre, ils ne pourront pas la suivre, pas tout de suite, mais ils ne mourront pas non plus de faim et de froid parce qu'enfin une ficelle s'est vite tranchée d'un coup de croc. Les chiens se libéreront, mais trop tard pour suivre Alice. Bien entendu, ils pourraient la pister, mais Alice ne pense pas qu'ils le feront. Ils ne sont pas idiots. Ils ont dû sentir, comme Jean-Jean, que la vie se passait aussi ailleurs, qu'Alice n'est pas tout, qu'elle est bien en dessous de ce tout, qu'elle n'est pas grand-chose et que ces 2 bons chiens pourraient trouver un amour plus libre et plus complet, plus ouvert que celui d'Alice. Elle attache les chiens et se dit encore une fois, « S'ils avaient été mes enfants, s'ils étaient sortis de moi, je n'aurais pas à faire ça. Je n'aurais jamais à le faire si une femme avait le droit d'aimer les chiens comme des enfants et de les regarder grandir amoureusement jusqu'à ce stade de demi-indépendance, celui où on peut les laisser seuls un moment, mais où ils font tout de même la fête quand on rentre. Qui fera la fête à Alice lorsqu'elle poussera la porte d'entrée au petit matin, de retour de sa marche? Elle regarde les yeux de Miette et a l'impression que ce sont ses propres larmes qui font briller les pupilles du chien d'une telle manière. Je t'aime, Miette, plus que tout, et c'est mal d'aimer plus que tout. Je t'aime et je te quitte et je me hais, tu peux pas savoir. Je n'ai pas le choix. J'ai bien demandé à Dieu ce que je devais faire et j'ai attendu sa réponse. Elle n'est pas venue, alors j'ai décidé toute seule. La solution, c'est de garder tout mon amour pour ces 3 enfants avant qu'ils ne s'en aillent aussi. Elle se retourne et marche en peinant, le faisceau de lumière jaune devant elle. Miette pleure et gémit. Alice, en marchant, sème son cœur morceau par morceau comme les cailloux blancs du petit pousset. On entend bien cette réminiscence du conte ici, et on entend bien cette manière que vous avez de suspendre le temps, même s'il s'écoule. Il y a une espèce d'immobilité qui est celle de l'hiver aussi, qui frappe beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup dans vos 2 textes, d'ailleurs, c'est cette manière de se promener toujours au bord du conte. On sent que le fantastique pourrait surgir, mais on s'arrête juste avant. Alors là, c'est plutôt une décision qui fait surgir l'incongru dans la vie du Seigneur, dans l'extrait que va nous lire maintenant Alexandre Friedrich. Le Seigneur sent ce que les premiers frères Miller ont dit. Il le sent parce qu'il a les genoux vermoulus, les coudes rouges, la gueule rôtie. Dans la forêt où ils sont partis rejoindre Saint-François, les frères posent des pièges à renards, bâtissent des moulins sur les ruisseaux, montent des cabanes. Ce qu'ils ont dit, ces premiers frères, c'est qu'un renard ne peut être mangé que si on a assez faim pour manger un renard. Et on n'a jamais assez faim pour 2 renards. Au 2e renard commence la perversion. Au 2e renard, on entre dans le monde de l'argent. Le 2e renard, c'est celui qui ramène en ville, celui que le pauvre va vendre sur le marché. Non seulement il faut se faire pauvre, mais il faut le rester et ne pas mourir. L'équilibre est dur. Le Seigneur fond en larmes. Il sent ce qu'ont voulu dire les apôtres de la forêt.
les apôtres de la force intérieure, de l'anarchie, de la terre aux pauvres. Mais il sent surtout les gargouilles, il crève de faim. Rien que ce mot, renard. Quand on marche dans le vide et les mains ouvertes sur le plateau de Haute-Loire, où sont les renards, nom de Dieu? Car le Seigneur est sale, fatigué, perdu. Sur le plateau, il est seul et il pleut. La nuit vient, fini de rire. Il a quitté un château, dire qu'il regrette une ferme, qu'il pleure pour un renard, pour ses genoux, pleure sur lui, supplie, qu'il n'a plus de toit et que toutes les pluies de France sont dans sa nuque, l'ondée forcie. Les brouillards du sud fouettent son visage. Qu'est-ce qu'un quignon de pain? Moins que ne réclame l'estomac. Écoutez l'écho, famine, un renard Saint-François, ou alors un perdreau, un quignon, un marcassin, une ferme, rien que le ciel qui lui tombe sur la tête. Un lapin? Non, le ciel, sur la tête, en entier. Et comment fait-on pour prendre renard? Chassé à court, mais au collet, à l'astuce. Il n'en sait rien. Emmêlé, il avance à travers le paysage, mais il a compris ceci, c'est qu'un renard vendu au marché pour un prix n'est qu'un prix, ce n'est plus un renard. Sur la nature, prélève ce que veut ton estomac, rien de plus, disent les frères aventurés dans la forêt, les frères en misère. Voilà l'harmonie du recours aux forêts. Est-ce que dans la salle, Daniel de Roulet, vous avez une question? J'ai beaucoup aimé ces trois évocations de la forêt, mais elles sont toutes les trois sur un registre, qualifié négativement, qui n'est pas très drôle. Hein. C'est une certaine tristesse, et je voulais raconter une histoire avant de poser une question. Et l'histoire est la suivante. En 1910, quand on s'apprêtait à donner le prix Goncourt, il y avait deux prétendants, c'était Colette et Apollinaire, et ni l'un ni l'autre n'a reçu le prix. Et c'est un jeune instituteur jurassien qui avait 28 ans, qui n'avait jamais écrit, sauf des nouvelles sur la forêt qu'il a eues. C'était Louis Pergaud, qui ensuite a eu 2 ans pour écrire encore La guerre des boutons, puis a été massacré, tué par les Français à la guerre. Et il avait un ami qui lui aussi parlait de la forêt, c'était Alain Fournier, qui écrivait Le Grand Monde. Et en fait, je trouve que votre conception à tous les trois est plus proche du Grand Monde que de la guerre des boutons. Et que, pourquoi, chez personne d'entre vous n'est sorti au moins une partie de cette guerre des boutons? La guerre des boutons, c'est vraiment l'appropriation de la forêt par les enfants de manière burlesque, rabelaisienne, etc. Voilà, il y a toujours ces deux conceptions de la forêt qui existent, celle du Grand Monde, qui est mélancolique, qui est heureuse, on se perd, et puis l'autre. Et je m'étonne parce qu'elle apparaît plus, à part de faire des reprises et de reconstruire la guerre des boutons. Je crois qu'il y a 2 films comme ça, la guerre des boutons. Ça veut dire, ça touche le public, mais ça touche plus les enfants. C'est amusant, si je me peux permettre. Bien sûr. Il y a 15 jours, j'étais à Épineuil-le-Fleuriel, inconnu, sauf des amateurs d'Alain Fournier. C'est donc sur les bancs de cette école qu'il a conçu le Grand Monde. C'est un endroit plutôt triste. Donc, je ne sais pas comment il a lui envisagé, comme vous dites, la forêt d'un point de vue, disons, qui rehausse son intérêt, qui la fasse devenir ludique. Moi, comme j'ai dit, en tout cas, pour ce qui est des endroits que je visite ici, en Suisse ou en France, en l'occurrence, ça se passe plutôt en France, je ne trouve pas qu'il y a lieu d'en faire des parcs d'animation. Enfin, je ne trouve pas que... Voilà, la forêt, c'est quelque chose d'assez statique aujourd'hui, d'assez montré, un peu muséal, muséographié. Et puis je crois que c'est comme ça que les gens l'emploient, plutôt qu'un usage au sens politique. Aujourd'hui, on l'emploie afin de se divertir quelques heures, c'est-à-dire de percevoir un contraste, de le percevoir artificiellement entre l'espace qui est complètement balisé, qui est celui de la ville, et puis un espace différentiel. Donc, moi, évidemment, parlons tout à l'heure de cette personne qui rentre dans la forêt pour y mourir et qui y meurt, et que parce que personne ne la retrouve, on s'aperçoit quand même que c'est un lieu qui est encore largement reculé, enfin, où on peut trouver du recul. Mais enfin, il se pourrait qu'un jour, prochainement, ça ne soit plus le cas. Moi, je crois que c'est quelque chose qui tend à disparaître comme refuge. Il y a monsieur au fond, et puis après les deux de chaque côté. Tu sais combien
nos enfants aiment la forêt et combien ils sont ces porteurs d'illusions, ces porteurs de quelque chose d'imaginaire et de grandiose. Et je me souviens que, par exemple pour moi, la forêt enfant, c'est au bord de la Séma, c'est pas vraiment la forêt, c'était deux bandes d'arbres, mais c'était porteur de quelque chose où on avait prise, où l'enfant pouvait tout imaginer, où on pouvait donner cours à toute notre imagination, et où on peut créer, l'enfant crée dans la forêt, il se sent chez lui, ça, ils font des cabanes, des trucs, combien ils sont heureux. Et c'est vrai, c'est deux choses différentes. Mais moi, je ressens dans le premier écrit c'est qu'il y a une grande poétique. Je ressens ça très très fort, une sensation de vraiment l'essence, la poésie. Et que chez Alexandre, c'est plutôt un examen de ce qu'est la forêt. Enfin, je crois qu'il y a eu déjà par rapport à cette forêt des approches très différentes dans nos trois livres. Et puis c'est certainement très différent aussi la forêt de l'enfance et puis la forêt à l'âge adulte. Enfin, je pense qu'il y a une infinité de forêts. C'est ça qui fait sûrement qu'on est tous là à voir les forêts. C'est peut-être parce que c'est un lieu effectivement qu'on peut investir de beaucoup de façons. Mais la place qu'on lui donne les trois est très différente. Ah, oui. Il faut commencer par là. Vos cabanes sont très différentes. Ouais, vraiment très différentes. D'ailleurs, ça va être intéressant parce qu'on nous a invité, Douna et moi-même, à dialoguer pour une revue sur la question du roman. Bon, c'est très générique, mais ça nous amènera, j'espère, aussi à se positionner quant à la façon dont on parle de la forêt, parce que c'est peut-être pour ça aussi que la conversation est difficile, enfin, finalement tant mieux, quoi. Parce qu'il n'y a pas vraiment, enfin la place de la forêt a des poids complètement différents. Les rôles, moi elle a aucun rôle par exemple. C'est un prétexte. C'est pas un personnage. Quand je dis Elisabeth, sujet. elle a un grand rôle, elle existe, quoi. Enfin, il y a une épaisseur, ça crée un espace. Bon, moi j'ai un rapport assez cérébral à la forêt, je ne vous le cache pas. Oui, non. J'ai pas un rapport cérébral à la forêt, c'est vraiment une bonne nouvelle. Elle est plus Elle a vraiment une présence très forte et moi le souvenir que j'ai après la lecture c'est vraiment d'un endroit où vivent des gens en marge mais qui existent quoi, et que ces marginaux ils sont là, ils existent et ce sont aussi une partie de la société qu'on ne croise pas tous les jours mais qui est là et que tu fais vivre quoi. Alors de fait, donc, les personnages qui sont présentés dans ce livre ne sont pas inventés. Donc en effet, il y a des gens dans les forêts. C'était pour dire, oui, il y a des gens dans les forêts. Il y a en effet des gens qu'on croise, oui, tout à fait. C'est ce dont je parle, tout à fait. C'est pas fictif, en fait. Ces gens sont vraiment dans la forêt. Ils sont vraiment comme ça. Bien sûr, monsieur. Au-delà du côté non ludique ou ludique, ce qui m'a frappé au début, dans les trois lectures, c'est lorsque le jeu est présent face à la forêt, il y a toute une gamme d'émotions et de problématiques. Je vais résumer comme ça, de problématiques face à un élément, alors que je trouve que dans l'extrait qu'a dit au début Elisabeth Jobin, il y a tout un moment où il n'y a aucune personne, il n'y a pas un jeu, il y a une description de la forêt. Et j'ai eu la sensation dans cette description d'une plénitude. Il n'y avait plus de problématique, il n'y avait même plus de sensation, il y avait quelque chose de vide. C'est-à-dire que tout d'un coup, la forêt devenait elle-même. Et lorsqu'on est face, en tant qu'humain, à la forêt, il y a toute une gamme de problématiques qui se déclinent. Je trouvais ça intéressant entre les trois lectures différentes. Ouais, bah, je ne peux pas répondre parce que je suis tout à fait d'accord. C'est vrai. C'est vrai, l'opposition. Mais moi, je dois vous dire que dérouler mon sac de couchage et dormir, a fortiori quand il pleut, je trouve pas ça très sympathique. C'est pas très agréable, finalement c'est un peu effrayant. Donc le fait pour les enfants, comme il était dit tout à l'heure, de se cacher, trouve aussi son équivalent de peur chez l'adulte qui croit avoir complètement maîtrisé son rapport
à l'obscurité épaisse, hein, au mouvement, au bruit, au mouvement, parce que ça bouge beaucoup. Et moi je m'y sens pas si bien. Bon, évidemment, le problème c'est que quand on y dort 20 jours, c'est pas comme si on y dort toute l'année. Au bout d'un moment, j'imagine qu'on s'habitue. Encore que. Je dirais aussi que dans le cas des personnages que j'ai créés, ils vont aussi dans la forêt pour l'ambiance qu'elle donne, quoi, pour vraiment plus évidemment s'y cacher, ils peuvent faire leur petite magouille, mais aussi parce que ça a une ambiance, ça donne des sensations qui sont toutes différentes de celles qu'ils pourraient avoir dans leur chambre ou dans la chambre de copain. C'est peut-être pour ça que vous avez ressenti la description de ce passage, que vous l'avez ressenti comme ça. C'est dans l'intéressant justement par rapport à la guerre des boutons et l'histoire des boutons et le monde, c'est que c'est comme si, avec une description sans le jeu, on retrouve cette innocence de l'enfant qui est dans la forêt, qui est dans cet élément, qui est aussi lui-même. Ni l'enfant ni la forêt n'ont besoin de se déterminer ou de se décrire ou de se destiner. Ils sont simplement. Et nous, en tant qu'adultes, tout d'un coup, on se retrouve devant cette problématique entre le monde et la guerre des boutons. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas évoqué, qui était posé un peu dans l'invitation à venir à cette soirée, c'était est-ce que ça représente une nouvelle tendance en littérature suisse? Je ne sais pas, je ne vais pas vous le formuler. Laisse-moi réfléchir 5 minutes. Faut-il être suisse pour parler de la forêt? À l'évidence, non. D'une certaine manière, la forêt fascine est peut-être un sujet littéraire. Elle a quelque chose d'inépuisable, hein. Elle n'est pas complètement maîtrisable. Là où peut-être Grand Robe ou un vertige un peu plus grand, c'est qu'on se rend compte qu'elle est parfois clairsemée, qu'elle est parfois rare, et qu'elle tend à disparaître. Alors, il y a peut-être chez tout le monde un peu une peur d'une perte de la forêt. On commence à parler des choses quand elles disparaissent en général. C'est peut-être ça la tendance, espérons que non. Mais en même temps, je pense que c'est juste un détail au sujet du rapport aux forêts, cette fois dans une contrée hostile que la Sibérie. Il y a un écrivain français qui lui est vraiment un écrivain voyageur, qui s'appelle Sylvain Tesson, qui raconte que quand il traverse la partie, je ne sais pas exactement quelle partie, quand il traverse des forêts en Sibérie, il le fait nu pour une raison qui m'échappe, mais je crois que ça a affaire aux moustiques. Mais il le fait surtout en agitant une clochette, et il est mort de peur à l'idée d'être attaqué par des ours. Et ça dure une semaine. Hein. Enfin, cette partie de son périple qui fait 7000 km dure une semaine. Et en plus, il se perd, c'est-à-dire qu'il a fait au mieux pour ne pas se perdre, mais il se perd et c'est grave. Donc là, tout d'un coup, on est confronté à une autre dimension qu'on a peut-être, nous, perdu, que les Américains, peut-être, n'ont pas perdu, etc., puis les Sibériens, certainement pas. Donc c'est peut-être, il y a peut-être quelque chose inversé dans le discours, c'est que, comme dit Elisabeth, on va dans la forêt pour se rendre compte, en gros pour se rassurer paradoxalement, pour savoir qu'on peut encore se perdre. Ce qui n'est pas certain à mon avis, vraiment pas certain qu'on puisse encore se perdre. C'est vraiment la question que pose Grand Robe. Tout ça est quand même très, très connu. La fin du monde sauvage. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans la salle. Peut-être que voilà. Merci beaucoup. On a traversé ces forêts.